Deux femmes, d'apparence ordinaire. Deux parcours extraordinaires, qui prouvent que l'espèce féminine mérite la reconnaissance. Je vous propose un sujet très bref, qui en amène un autre, encore plus extraordinaire. Christine, bonjour et presque bonne fin de soirée. Bonjour. Priyanka, nice to meet you. Extremely nice to meet you too. On va parler français si tu veux bien. Ah oui, oui. Voilà. Alors, vous êtes venu aujourd'hui spécialement à l'envol des pionniers pour une conférence, une table ronde sur l'histoire de l'aviation. C'est une histoire de femmes aussi, c'est ça? Oui, c'était pour faire venir des femmes dans l'aviation et le spatial aujourd'hui et parler de la place des femmes dans ces domaines. Une place qui a pris beaucoup d'importance au fur et à mesure des années. Alors il y a un espoir récent, mais les derniers chiffres sont encore un peu faibles. C'est 10% dans les activités sportives et professionnelles. J'ai fait mon premier camp aéronautique donc à l'âge de 15 ans et j'ai découvert par le vol à voile et des premiers vols en jodelle le goût de l'aviation. À quel âge avez-vous commencé donc les études spécifiques pour cela? À 15 ans, j'ai préparé toute seule le brevet d'initiation aéronautique et je me suis dit il faut absolument que je réussisse mes études pour entrer à l'ENAC. Et donc après une année de classe préparatoire mathématiques à Paris, j'ai eu la chance donc de réussir directement en première année de préparatoire le concours de l'ENAC. Manflex 58 SRS. Check. Alors place aux jeunes, à l'ENAC, les derniers chiffres approchent donc des 40%, c'est pas mal. Priyanka, bien sûr, tu ne voles pas, mais enfin, tu as déjà sauté en parachute, fait beaucoup de choses, et tu es surtout dans le domaine scientifique. Oui, tout à fait. Je suis ingénieure-chercheuse dans le domaine du spatial, et actuellement, je travaille dans l'hydrologie spatiale pour faire la modélisation des inondations, ce type de problème avec les données spatiales. Son travail est reconnu au plus haut sommet de l'État. La voici, invitée par le président Macron et en présence du Premier ministre indien, lors d'un dîner de gala après le 14 juillet 2024. On ne devient pas du jour au lendemain exploratrice ou scientifique, mais là c'est différent. 14 000 km pour atteindre Ushuaia, puis embarquement pour 1200 km de plus vers la pointe nord-ouest du continent glacé. Priyanka s'attaque aussi au devenir de la planète, fin 2023 avec Christine, et près de 80 femmes scientifiques, elles embarquent pour l'Antarctique. Sur la planète, il y a un lieu qu'on pensait plutôt épargné par les changements climatiques. Ici. Jusqu'à récemment, la banquise de l'Antarctique échappait aux effets du réchauffement climatique. L'Antarctique, c'est finalement un grand glaçon qui est protégé par un océan, en quelque sorte. Alors, je voulais vous avoir toutes les deux parce que vous avez participé, cela fait 1 an à peu près, vous avez fait comme des exploratrices, vous êtes partis en Antarctique à bord d'un bateau rempli de femmes, c'est bien ça? Oui, nous étions 85 femmes scientifiques. Et c'est grâce à Priyanka que j'ai pu faire cette expérience qui s'appelle Homeward Bound, créée par une association de femmes australiennes qui voulait augmenter le nombre de femmes dans la politique et dans les sciences, dans le monde. Donc c'est toi qui as mis en place cette structure, c'est colossal. Non, j'étais une des participantes sélectionnées c'était en 2019, je crois, avec un voyage prévu en 2020. Mais 2020, bon, c'était une année qui va rester dans le mémoire. Il y a eu un report, mais vous y êtes arrivé quand même. Et donc, on a eu en 2023, qui était déjà quand même 3 ans après le voyage prévu, et on avait l'opportunité d'inviter une femme inspirante pour compléter la promotion. Et j'ai tout de suite pensé à Christine. Alors, vous étiez combien à bord? 85 à peu près. 85 femmes et 40 membres d'équipage. Sur un petit bateau scientifique. Mais alors, quand vous avez débarqué au milieu c'est les pingouins qu'il y a là-bas? Ah, des manchots. Quand vous avez débarqué là-bas, vous étiez dans une base scientifique? On est resté sur un bateau scientifique qui était un ancien vaisseau de recherche de la NOAA
Vous connaissez l'organisme américaine pour la recherche océanographique et atmosphérique, mais qui a été reconvertie en bateau de recherche, mais plutôt pour le tourisme scientifique un peu. Mais on a visité, on est resté sur le bateau, mais on a quand même visité l'Antarctique, on a mis notre pied. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Vous avez quand même posé le pied sur l'Antarctique. Qu'est-ce que ça procure comme émotion? Une grande émotion, oui, parce que c'est vraiment la face cachée du monde. C'est 90% des réserves d'eau de la planète. Et c'est un monde, on peut dire, hostile pour nous, mais très familier pour les manchots. Est-ce que c'est un monde du silence? Ah, il y a les chansons des manchots qui s'agitent beaucoup, qui sont très sympathiques puisqu'ils n'ont pas peur de l'homme, ils ne sont pas chassés. Et ils aiment les rochers. Il y a beaucoup de montagnes en fait. Est-ce que vous avez crapahuté sur le terrain avec des crampons ou autre? Oui, on avait des bottes spéciales pour marcher, surtout les bottes qui ont été désinfectées. Parce qu'on n'a pas le droit d'amener nos germes. Voilà, on n'avait pas le droit de s'asseoir. L'expérience sur place, elle a duré combien de temps? Alors sur place, c'était 21 jours. On avait 2 jours de préparation à Ushuaia pour faire des équipes et faire un brainstorming sur les règles qu'on allait appliquer à bord. On avait des cours de leadership. En fait, c'est un programme axé sur le développement de leadership chez les femmes parce qu'il en manque quand même aujourd'hui en masse, la présence féminine dans des autres postes. Oui. Et c'est pour nous préparer à... Les voyages d'exploration comme cela, c'est assez original ou bien il en existe d'autres sur la planète et dans d'autres lieux? Il n'y en a pas beaucoup, surtout l'Antarctique, c'est extrêmement cher pour accéder. Du coup, on a eu la chance d'avoir un voyage assez subventionné par cette association qui a organisé. Et merci aussi à l'association Femmes Pilotes. Oui, certainement qu'il faut leur dire, bien sûr. Oui. De m'avoir sponsorisé au moins le billet d'avion. Oui. La vie à bord sur le bateau, vous étiez pour manger, est-ce qu'il y avait des tours de garde? Est-ce que chacun participait ou bien il y avait les cuistots officiels? Alors non, on avait des cuistots, là, on était gâtés pour ça, on avait de très bons repas, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont emmené des fruits et des légumes frais, c'était très équilibré. On avait des cabines plus ou moins petites, plus ou moins confortables, qui allaient en bas du navire. On devait changer de cabine pour connaître des filles de tous les pays. J'ai fait avec une Espagnole, avec une Chinoise. Il y avait combien de représentations de pays donc, avec toutes ces dames scientifiques? J'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois qu'il y avait une quinzaine de nationalités représentées. Oui. En novembre 2023, l'Antarctique a donc connu des températures très élevées, à savoir moins 11 à moins 8 degrés, alors qu'en principe, on relevait des moins 30 à moins 40 et un vent ressenti de moins 58. Alors, docteur, c'est grave? Problème, les températures ne cessent de monter. Avec 17,23 degrés Celsius en moyenne relevés à la surface du globe, la journée du 6 juillet a été la plus chaude jamais enregistrée. Cette température-là, elle n'a pas été atteinte depuis 130 000 ans. Et malgré ses protections naturelles, l'Antarctique est donc à son tour touchée. Aujourd'hui, on a des conditions qui sont si extrêmes qu'il n'y a plus de doute, il y a de la fonte absolument partout en Antarctique. Cette ligne rouge, c'est la dimension moyenne de la glace observée chaque année en juin entre 1981 et 2010. Mais en 2023, la glace se trouve ici. Le déficit de banquise atteint 2,5 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France métropolitaine. Les conséquences de cette fonte historique sont multiples et risquent de provoquer des effets négatifs sur le climat du monde entier. La chef d'expédition était une scientifique spécialiste des baleines en Argentine. Donc elle s'est arrangée pour qu'on fasse 2 sorties par jour en Zodiac, soit uniquement Zodiac entre les icebergs, soit pour aller à terre quelque part et marcher et voir les colonies de différents manchots. Alors où est-ce qu'on vous revoit dans un événement, peut-être encore un meeting aérien, non? À Toulouse? Muret peut-être. Oui. Un saut en parachute. Un saut en parachute. Mi-chemin.
vision pour l'Antarctique. Donc c'est à refaire, à renouveler? Alors, on veut pas faire trop de tourisme en Antarctique non plus. Enfin, Hawaï peut-être, elle Hawaï. a des projets quand même. Priyanka, peut-être d'y retourner en voilier maintenant. Hawaï, j'ai déjà fait une excursion sur le volcan. Ça veut dire que tu as été sur tous les coins de la planète, alors forcément, bon, tu es blasé, quoi. Non. Heureusement que la planète est vaste, sinon on s'ennuierait. J'aurais jamais assez de ma vie pour tout voir. En tout cas, je vous remercie de vous être prêté à ce petit interview un petit peu frisqué, mais en tout cas, un grand plaisir de vous avoir revu. Et puis Inch'Allah, hein, voilà. À bientôt sur nos lignes. Voilà, à bientôt, oui, à bientôt sur vos lignes, oui. Bon vol. Merci. Bon vol. Au plaisir de te revoir. Ciao. Ces expéditions sont à caractère scientifique. Rien à voir avec un tourisme de masse, qui existe déjà sur les pôles. Aller si loin pour impacter la faune et les océans déjà bien malades, est-ce vital? D'autant qu'il faut débourser en moyenne 12 500 € depuis Paris.